Bien avant qu'Ayano ait 10 rivales à éliminer, sa mère Ryoba Aishi en a éliminé 11 à elle toute seule. Sumire Saitosaki est née en 1971 et intègre l'académie le 1er avril 1988. C'est une élève douce, gentille et appréciée de tous ses camarades. Au cours de cette année scolaire, elle fait la rencontre de Jokichi Yudasei. Peu à peu, elle développe de profonds sentiments amoureux pour lui, sans se douter qu'une autre personne l'observe déjà dans l'ombre. Cette personne n'est d'autre que Ryoba Aishi. Pendant toute cette année, Ryoba surveille discrètement Sumire, consciente qu'elle représente une menace potentielle pour son senpai. Un an plus tard, le 1er avril 1989, lors de la journée d'orientation marquant le début d'une nouvelle année scolaire, Sumire décide enfin de déclarer ses sentiments à Jokichi. Mais avant qu'elle n'en ait l'occasion, elle découvre une lettre glissée dans son casier. La lettre lui donne rendez-vous dans les toilettes du 3e étage. Pensant sans doute qu'il s'agit d'un message important, Sumire s'y rend sans méfiance. Une fois seule avec elle, Ryoba lui révèle qu'elle sait parfaitement de qui elle est amoureuse. Gênée et paniquée, Sumire tente de comprendre la situation. C'est alors que Ryoba approche lentement un couteau sous sa gorge et lui murmure « You can't have him. He belongs to me. » Quelques instants plus tard, Sumire devient la première victime de Ryoba Aishi et par la même occasion la première rivale éliminée de l'histoire. Après sa mort, Sumire réapparaît sous la forme d'un fantôme. Officiellement, cette apparition est souvent considérée comme un simple easter egg. Pourtant, à mes yeux, ce n'est pas un détail anodin, et nous reviendrons sur cette théorie un peu plus tard. Il existe également une version alternative de son histoire. Dans un univers où Ryoba n'a jamais fréquenté l'académie, Sumire reste une jeune fille douce qui ne souhaite faire de mal à personne. Cependant, elle partage malgré tout une caractéristique avec les Aishi. Elle est, elle aussi, une yandere. Son amour ne fonctionne simplement pas de la même manière. Là où les Aishi sont prêtes à éliminer tous ceux qui se dressent entre elles et leur senpai, Sumire, elle, est consumée par un amour si intense qu'après avoir confessé ses sentiments à Jokichi et obtenu une réponse positive, elle finit par le tuer, avant de mettre fin à ses propres jours. Son amour est tellement absolu qu'elle préfère mourir avec lui plutôt que de risquer un jour de le perdre. Bon, je vais vous faire part de ma théorie concernant le fait que Sumire Saitosaki serait la 11e rivale de Ayano Aishi. Pour ce faire, je vais vous montrer tout simplement les preuves, comme quoi c'est toujours une rivale pour les Aishi. Donc tout d'abord, on va aller en mode 1980 et je vais vous montrer un truc. Donc ça, vous voyez, c'est donc Ryoba Aishi. Et quand je mets la Yandere Vision, tout le monde est en vert. Donc quand les personnages sont en vert, c'est qu'ils ont confiance en nous ou qu'ils ont aucun soupçon sur nous ou que nous, on s'en fout un peu d'eux. Voilà. Voilà une première différence ici, avec donc Senpai qui a une aura violette-rose, donc pour dire qu'on est amoureuse de lui. Et on a Kaguya, donc la 2e rivale de Ryoba Aishi, qui a une aura rouge. Retenez bien ça. Ici on a le journaliste qui a une aura jaune, donc qui est une aura pour dire qu'il a des soupçons sur nous. Et c'est la même chose quand on tue quelqu'un devant un élève, il a une aura jaune. Là on est dans les toilettes du 3e étage où se trouve le fantôme de Sumire Saitosaki. Et souvenez-vous, Kaguya, notre rivale, a une aura rouge. Et qu'est-ce qu'on voit avec la Yandere Vision? Le fantôme de Sumire a toujours une aura rouge. Et là, on peut se demander, mais pourquoi? Enfin, c'est un fantôme, on n'a plus aucun risque que ça soit une rivale. Mais pourtant, pour moi, c'est pas anodin que le développeur a continué de mettre une aura rouge autour de Sumire Saitosaki. Et là, je vais vous montrer avec Ayano. Là, nous sommes à Ayano Aishi. Ça se passe en 2002X, donc presque 20 ans après les événements où Sumire Saitosaki a été fumé. Donc là, avec Ayano, la Yandere Vision, vous voyez, il y a tout le monde en vert, à part bien sûr Senpai en violet et Amai qui est en rouge, parce que c'est notre rival. Et en haut là-haut, on a le directeur qui a une aura jaune parce qu'il a des soupçons sur nous, parce que il sait qui est notre mère et il sait très bien qu'elle a buté des gens. Et là du coup on est à nouveau dans les toilettes du 3e étage et cette fois-ci quand on fait la Yandere Vision, rien ne se passe. Mais il y a quelque chose de nouveau. Quand on prend une photo, nous avons donc Sumire Saitosaki sous la forme de son fantôme, mais le truc bizarre c'est que, vous voyez, il y a un problème. Elle a un peu un aspect de yokai, je crois qu'on appelle ça comme ça, un peu les fantômes typiques japonais, mais c'est cet œil là qui me pose problème, qui me fait un hic. Vous voyez qu'elle apparaisse comme ça, je me dis, il y a un blême dans l'histoire. Je me suis mis dans le club occulte pour un peu vous expliquer l'énorme théorie derrière tout ça. En 1989, donc Ryoba Aishi tue Sumire Saitosaki dans les toilettes du 3e étage. C'est la seule rivale pour laquelle il reste un indice qu'elle a été tuée, puisque une goutte de sang a été découverte. Cependant, une élève a vu Ryoba Aishi mettre le cadavre de Sumire Saitosaki dans l'incinérateur. Et elle lui a dit Ryoba, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Je t'ai vu
qu'est-ce que tu fais quoi? Et Ryoba a trouvé une excuse comme quoi elle allait le reposer dans l'endroit où on fait de la cuisine, tout ça. Mais moi je vais vous dire un truc. Imaginez que cette personne, Yui Tunesu, ça soit la mère de Okaruto. Donc Okaruto grandit avec une mère qui a toute sa vie vu ces événements. Et Okaruto croit au paranormal. Donc elle se renseigne un petit peu sur l'école et découvre que Sumire Saitosaki est encore dans les toilettes du 3e étage. Elle prend contact avec elle et il y a un truc assez intéressant, c'est ce crâne ici présent. Ce crâne ici présent, dans un easter egg, a le même œil illuminé que notre Sumire. Donc admettons que sa mère, à Oka, soit Ui, et que sa mère ait récupéré des ossements dans l'incinérateur. Je sais pas comment ça serait possible, mais admettons que ça soit possible. Sumire lui a dit, voilà, ta mère est au courant de ma mort, elle a mon crâne quelque part, récupère-le. Et du coup, en fait, la rivale que serait Sumire pour Ayano sera en rapport avec Oka. Admettons que Oka n'arrive pas à nous éliminer, elle n'arrive pas à nous arrêter avant de mourir. Eh ben, elle aurait quand même réussi juste à temps de ramener à la vie Sumire. Parce qu'en plus, chaque soir, l'activité du club occulte, c'est d'invoquer un truc, mais on ne sait pas quoi. Et ils y arrivent pas. Et je pense que quand Oka arrivera, ils y arriveront une ultime fois. Et Sumire sera revenu à la vie. Parce que en plus, il y a une théorie assez glauque sur les membres du club occulte. C'est que Oka leur aurait demandé de donner leur œil pour ramener Sumire à la vie. Donc parce que tous les membres du club occulte ont un œil en moins, et c'est le même œil, encore une fois, que le fantôme. Vous voyez, tout est lié. Donc moi je pense que Sumire Saitosaki est encore un danger pour les Aichi. Et j'ai hâte de savoir un peu vos théories, mais pour moi c'est ça, voilà. Sumire veut une revanche parce que c'est la seule rivale pour qui il y a un peu des indices qu'elle pourrait revenir un jour défier les Aichi. Et la seule personne capable de faire revenir ce fantôme, c'est Oka, parce que c'est la seule qui est capable d'entrer en contact avec des fantômes, voilà, tout simplement. Donc voilà, la vidéo est terminée, c'était un petit peu long et peut-être un petit peu fouillis, mais j'espère que vous avez un petit peu compris ma théorie et mon point de vue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et sur ce, à très vite. Kaguya Wakaizumi est née le 1er janvier 1971. Élève particulièrement sociable, elle est connue pour sa personnalité pétillante, optimiste et toujours souriante. Elle adore rencontrer de nouvelles personnes et passe la majorité de son temps sur la place de l'académie à discuter avec les autres élèves. Son plus grand rêve est de rejoindre les célèbres Rainbow Girls, un groupe d'étudiantes reconnaissables à leurs cheveux de couleurs différentes. Avec ses cheveux roses, Kaguya espère bien devenir leur dernière recrue. Pourtant, malgré son caractère extraverti, elle a énormément peur d'une chose, le rejet. C'est d'ailleurs sa plus grande faiblesse. Elle n'ose jamais forcer une relation si elle sent que sa présence dérange et préfère attendre que les autres viennent vers elle. Après avoir quitté l'académie, elle ne gardera d'ailleurs contact avec aucun ancien élève, sauf si ceux-ci prennent eux-mêmes l'initiative de lui écrire. Kaguya est une jeune fille très sensible. Si quelqu'un la giflait, elle fondrait immédiatement en larmes. A l'inverse, un simple cadeau, comme une fleur, suffira à la rendre heureuse et lui donner envie de mieux connaître la personne qui lui a offerte. Si elle devait rejoindre un club, ce serait le club de jardinage. Et si elle en créait un elle-même, elle serait consacrée à la protection et à l'étude des animaux. Pourtant, derrière son sourire se cache un lourd secret qu'elle n'a jamais réussi à oublier. Lorsqu'elle était enfant, Kaguya possédait une meilleure amie. Un jour, en voulant simplement faire plaisir à son animal de compagnie, elle lui donna un aliment que celui-ci ne pouvait pas digérer. L'animal mourut accidentellement. Même si son amie lui pardonna immédiatement, Kaguya, elle, ne réussit jamais à se pardonner cet accident. Depuis ce jour, elle porte une immense culpabilité au fond d'elle-même. Dans Yandere Simulator, Kaguya possède la personnalité amoureuse. Cela signifie que si elle voit Ryoba Aishi commettre un meurtre, elle ira immédiatement prévenir Jokichi Yudasei, provoquant un game over. Si elle découvre un cadavre, elle ira chercher Jokichi avant que tous les deux ne quittent l'école pour appeler la police. De plus, Kaguya n'accepte de suivre Ryoba que si cette dernière possède une excellente réputation, preuve qu'elle n'accorde pas facilement sa confiance. Pour éliminer Kaguya, Ryoba met en place un plan particulièrement cruel, détruire progressivement l'image que Senpai a d'elle. Elle commence par empoisonner le bento de Senpai, faisant croire que Kaguya est responsable. Ensuite, elle vole le livre préféré de Senpai afin que tous les soupçons retombent sur Kaguya. Puis Ryoba trafique un cadeau destiné à Senpai en y cachant des stupéfiants, donnant une nouvelle fois l'impression que Kaguya est à l'origine du problème. Elle va ensuite jusqu'à endormir Kaguya avec un médicament, ce qui lui fait manquer son rendez-vous au cinéma avec Senpai, laissant croire qu'elle lui a simplement posé un lapin. Enfin, Ryoba modifie les notes que Kaguya a faites pour aider Senpai dans son devoir. Comment vous dire qu'il a eu une très mauvaise note. À force d'enchaîner ces incidents, Jokichi finit par être convaincu que Kaguya est une personne irresponsable, malhonnête et totalement indigne de confiance. Sans jamais découvrir que Ryoba est la véritable
coupable, il décide alors de s'éloigner d'elle, mettant ainsi définitivement fin à toute possibilité de relation entre eux. Moeko Rakuyona est né le 6 février 1971 et intégrera l'académie lors de la deuxième semaine d'avril 1989. C'est une fille au tempérament de garçon manqué qui se sent bien plus à l'aise en compagnie des garçons que des filles. Elle passe d'ailleurs la majeure partie de son temps avec les Rainbow Boys. Derrière cette personnalité se cache pourtant un profond complexe d'infériorité. Moeko ressent constamment le besoin de prouver aux garçons qu'une fille peut être tout aussi forte, courageuse et téméraire qu'eux. Cette volonté de faire ses preuves influence une grande partie de son comportement. Son objectif est même de devenir amie avec l'un des Rainbow Boys. Si Ryoba souhaite gagner sa confiance, elle devra donc l'aider à se rapprocher de l'un d'entre eux. Mais un étrange détail attire l'attention. Selon les informations officielles du jeu, Moeko possède un passe-temps dangereux. Ce mystérieux passe-temps n'est d'autre que son sombre secret. Moeko est une pyromane. Depuis son enfance, elle est fascinée par le feu et éprouve un véritable plaisir à observer les flammes. Elle allume régulièrement des incendies en secret tout en veillant à ce que personne ne découvre son obsession. Malheureusement pour elle, Ryoba Aishi découvrira sa faiblesse et n'hésitera pas à l'utiliser contre elle. Plutôt que de l'affronter directement, Ryoba retournera la passion de Moeko pour le feu contre elle. En exploitant sa pyromanie, elle orchestrera une élimination qui donnera l'impression que la rivale a été victime de son propre trouble impulsif. Une fois encore, Ryoba transforme le plus grand secret de sa rivale en l'arme parfaite pour s'en débarrasser, sans éveiller le moindre soupçon. Onami Odoshima est né le 15 mars 1971 et intégrera l'académie lors de la 3e semaine d'avril. Selon l'académie Daily, Onami a été absente pendant 2 semaines à cause d'une maladie et n'est revenue à l'école qu'une fois totalement rétablie. Son journal intime révèle qu'elle était déjà très absorbée par ses livres, tellement qu'un jour elle s'est cassé la gueule dans les escaliers. Onami est une jeune fille extrêmement timide et réservée qui passe presque tout son temps plongée dans ses livres. La lecture est sa plus grande passion, au point qu'elle s'est portée volontaire pour devenir la bibliothécaire de l'académie. Avant même d'intégrer l'école, Onami a longtemps été victime de harcèlement à cause de son côté nerd et de son amour pour les livres. Ces moqueries l'ont rendue encore plus renfermée et expliquent en grande partie sa difficulté à interagir avec les autres. Très mal à l'aise en société, Onami bégaye souvent lorsqu'elle parle et peine à terminer ses phrases. Malgré sa discrétion, elle souhaite donner vie à la bibliothèque de l'école. Grâce à Ryoba Aishi qui se porte volontaire pour l'aider, des flyers seront visibles dans tous les escaliers de l'école. Si son destin n'avait pas été aussi tragique, Onami serait très certainement devenue bibliothécaire, tant les livres représentaient une véritable passion dans sa vie. On peut également imaginer que si Onami avait été élève à l'académie en 2002X, elle aurait probablement été l'une des victimes des bullies au même titre que Horuda Porezu. Son caractère extrêmement timide, son côté nerd et son amour pour les livres auraient très certainement fait d'elle une cible idéale pour les moqueries et les harcèlements. Pour ce qui est de son élimination, Ryoba encore une fois s'attaque à la passion de sa rivale. Alors que la jeune fille se trouve dans la bibliothèque, Ryoba sabote une lourde étagère remplie de livres. Au même moment opportun, celle-ci bascule et s'effondre sur Onami, l'écrasant sous le poids des ouvrages qu'elle chérissait tant. Une fin tragique et profondément ironique, entourée de ses livres préférés jusqu'à son dernier souffle. Avec des livres si près d'elle, elle n'aura finalement plus jamais besoin de ses lunettes. Sumiko Tachibana est née le 20 avril 1971 et intègre l'académie lors de la 4e semaine d'avril. C'est une jeune fille extrêmement sportive qui s'entraîne sans relâche dans l'espoir de devenir une athlète professionnelle. Elle prend très au sérieux son mode de vie, accordant une importance particulière à une alimentation saine et à l'exercice physique. Connue pour sa détermination, Sumiko essaie régulièrement de convaincre les autres élèves d'adopter son mode de vie. Son caractère est très compétitif, ce qui la pousse à toujours vouloir se dépasser, mais aussi à imposer parfois ses propres habitudes à son entourage. Selon Yandere Dev, cette compétitivité est l'un de ses principaux traits de personnalité. Contrairement à beaucoup d'autres jeunes filles, Sumiko n'apprécie pas les compliments classiques comme « tu es jolie ». Elle préfère être reconnue pour ses efforts, sa discipline et ses performances sportives. Malgré son assurance, elle a cependant une limite. Elle éprouve une profonde rancœur envers le photographe maléfique. Très vigilante concernant son alimentation, elle refuse catégoriquement les encas que Ryoba tente de lui offrir. Même sa tenue possède une signification. Ses longues chaussettes noires symbolisent son complexe de supériorité ainsi que sa tendance à vouloir imposer ses habitudes et sa vision des choses aux autres élèves. Il est également possible de se lier d'amitié avec Sumiko en l'aidant à attraper un chat errant près de la statue du proviseur, une tâche qu'elle n'arrive pas à accomplir seule. Cependant, Ryoba n'a aucune intention de la laisser poursuivre son rêve. Agacée par l'obsession de Sumiko pour son alimentation saine, elle le dit elle-même, elle souhaite qu'elle s'étouffe avec. Profitant d'un moment d'inattention, Ryoba met un poison létal dans le repas parfait de Sumiko. Elle mange comme d'habitude, mais cette fois s'étouffe, mettant tragiquement fin à son ambition de devenir une grande athlète elle-ci. Ritsuko Shikanari est née le 27 mai 1971 et intègre l'académie au début du mois de mai 1989 lors de la 5e semaine. Héritière de l'une des familles les plus riches du Japon, elle est la fille du fondateur et PDG de Shikanari Heavy Industries, une entreprise qui fournit une grande partie des matériaux utilisés par Seiko Corp pour fabriquer ses produits électroniques.
Ritsuko est une fille riche, prétentieuse et particulièrement snob. Elle est persuadée que les personnes fortunées sont supérieures aux autres, estimant que leur richesse est le fruit d'un travail plus acharné. C'est pourquoi elle admire profondément ses parents qu'elle considère comme des modèles de réussite. Tout le monde sait qu'elle n'est pas venue à l'académie pour apprendre. Son seul objectif est d'obtenir le prestigieux diplôme de l'établissement afin d'ajouter une nouvelle distinction à son nom. Au lieu d'assister aux cours, elle passe la majorité de son temps à se prélasser au bord de la piscine de l'école pour bronzer. Son attitude désinvolte impressionne certains élèves au point que plusieurs jeunes filles commencent à l'imiter et passent elles aussi leur journée à ses côtés. Du point de vue de Ryoba, Ritsuko représente une menace bien différente des précédentes rivales. Elle ne semble pas considérer Jokichi comme son égal, mais plutôt comme un simple trophée ou un animal de compagnie qu'elle pourrait garder auprès d'elle. Ryoba espère que son senpai ne succombera pas à la promesse d'une vie luxueuse, mais elle refuse de prendre le moindre risque. Sachant que Ritsuko passe ses journées au bord de la piscine, Ryoba élabore un plan aussi simple qu'efficace. Elle verse un puissant somnifère dans le bento de Ritsuko, la plongeant dans un état de somnolence tout au long de la journée. Lorsque la jeune fille s'installe sur son transat pour bronzer, elle finit rapidement par s'endormir. Profitant de l'absence de témoins, Ryoba fait basculer le transat dans la piscine. Incapable de se réveiller ou de réagir à cause du somnifère, Ritsuko se noie et sa mort est considérée comme un tragique accident. Sa disparition provoque de fortes tensions entre la famille Shikanari et Seiko Corp. Malgré tout, les deux entreprises étant totalement dépendantes l'une de l'autre, leurs dirigeants ne peuvent pas se permettre de rompre leur relation. Cette situation laisse entendre que les intérêts financiers comptaient davantage à leurs yeux que la perte de leur propre fille. Convaincus de l'innocence de Ryoba Aishi, les parents de Ritsuko ne l'ont jamais considérée comme une suspecte. Ai Doruyashi est née le 2 juillet 1971 et intègre l'académie lors de la 6e semaine. C'est une jeune fille sympathique, dynamique et toujours pleine d'énergie qui nourrit un rêve, devenir une célèbre idole de la pop. Elle consacre tout son temps à cet objectif et cherche sans cesse de nouvelles expériences afin de trouver l'inspiration pour écrire les paroles de ses prochaines chansons. Déterminée à réussir dans le monde de la musique, Ai a même installé une scène dans le gymnase de l'école où elle passe la majeure partie de ses journées à répéter ses spectacles avec l'aide de plusieurs membres du club de musique légère. Pour se rapprocher d'elle, Ryoba peut choisir la voie de l'amitié. Pour être son amie, elle devra évidemment faire partie du club de musique. Ai lui demandera de composer une mélodie afin qu'elle puisse commencer à travailler sur sa prochaine chanson. Pour accomplir cette tâche, il faut récupérer le magnétophone dans la salle informatique, l'apporter jusqu'au piano situé dans l'un des débarras de l'école, enregistrer une mélodie, puis rapporter le magnétophone à Ai. Mais ce n'est pas le style de Ryoba de faire copine avec une pseudo-star. Parce que personnellement, elle passera à The Voice, je me retournerai pas pour une casserole. Après avoir entendu qu'Ai préparait une chanson évoquant la sensation d'être électrisée, Ryoba décide de lui faire ressentir cette sensation au sens littéral. Elle sabote le matériel électrique de la scène avant une répétition. Lorsqu'Ai monte sur scène et saisit son microphone, un puissant courant électrique la traverse. Sous les yeux des autres élèves, elle est électrocutée et meurt, tandis que tout le monde croit à un tragique accident technique. Si Ai n'avait pas été tuée lors des événements de 1980, elle serait devenue une véritable idole de la pop. Selon une théorie de Mulberry, sa carrière n'aurait cependant pas duré très longtemps. Après quelques chansons ayant connu un succès modéré sans jamais réellement dominer les classements, elle se serait progressivement éloignée de la musique pour devenir présentatrice de journal télévisé ou animatrice de talk show avant de fonder une famille. Aiko Nabatasai est née le 8 août 1971 et intègre l'académie lors de la 7e semaine. Considérée comme la meilleure élève de l'établissement, elle est reconnue pour son intelligence exceptionnelle et ses résultats scolaires irréprochables. Taiko obtient systématiquement des notes parfaites dans toutes les matières et décroche un score de 100 sur 100 à chacun de ses examens. Son génie est si remarquable qu'elle est parfois invitée dans des universités à l'étranger afin d'y donner des conférences sur différents sujets académiques, malgré son jeune âge. Très sérieuse et disciplinée, Taiko adopte toujours une attitude polie et professionnelle. Elle se montre rarement impulsive ou immature, préférant garder une image irréprochable. Même si elle est plus détendue avec ses proches, elle estime que le cadre scolaire exige un comportement exemplaire. Cependant, derrière cette apparence parfaite se cache une jeune fille incapable d'accepter l'échec, même le plus insignifiant. Un simple 99 sur 100 à un examen l'a profondément bouleversée. Incapable de supporter l'idée de ne plus pouvoir prétendre n'avoir obtenu que des notes parfaites toute sa vie, elle a secrètement soudoyé son professeur afin que cette note soit modifiée en 100 sur 100. Ses longues chaussettes blanches symbolisent justement cette imperfection dissimulée sous une apparence de perfection absolue. Si Ryoba souhaite devenir amie avec Taiko, elle devra l'aider à retrouver un peu de sérénité face à la pression qu'elle s'impose constamment. Mais Ryoba n'a aucune intention de créer un véritable lien avec sa rivale. Au lieu de ça, elle décide de détruire sa réputation au sein de l'école. Pendant plusieurs jours, Ryoba accumule de fausses preuves impliquant Taiko dans différents actes répréhensibles. Tricherie, vol, vandalisme et autres comportements interdits au sein de l'établissement. Face à cette montagne d'accusations avec preuves, la direction de l'académie n'a d'autre choix que de l'expulser. Le lendemain de cette semaine cauchemardesque, Taiko comprend rapidement ce qui s'est réellement passé. Grâce à son intelligence hors du commun, elle réalise que quelqu'un la détestait suffisamment pour organiser sa chute. Plutôt que de chercher à se venger, elle accepte son expulsion avec dignité, estimant qu'elle ne souhaite plus fréquenter une école où une personne est prête à tout pour la faire tomber. Bien qu'elle ne garde aucune rancune envers le personnel, elle perd définitivement toute estime pour l'académie et son système. Malgré cette terrible injustice, Taiko parvient à reconstruire sa vie. Elle devient finalement professeure d'université, se marie et fonde une famille avec 2 enfants. Ses parents, convaincus de son innocence, ont toujours estimé que l'académie avait commis une grave erreur en l'expulsant.
Komako Funakoshi est née le 13 septembre 1971 et fait son apparition à l'académie au début de la 8e semaine en 1980. Cette absence est officiellement expliquée par des affaires familiales. En réalité, Komako devait s'occuper du sanctuaire de sa famille, un lieu auquel elle est particulièrement attachée. À son retour à l'académie, Komako ne passe pas inaperçue. C'est une jeune femme élégante, gracieuse et extrêmement populaire, considérée comme l'une des filles les plus admirées de toute l'école. Elle incarne presque parfaitement le concept de Yamato Nadeshiko, l'idéal traditionnel de la femme japonaise. Douce, gentille, humble, patiente, respectueuse, bienveillante, honnête, généreuse et fidèle. Cette image est tellement forte que Komako est constamment entourée d'autres élèves. De nombreuses filles souhaitent apprendre à lui ressembler, tandis que beaucoup de garçons se contentent simplement de l'admirer. Même son apparence reflète cette personnalité. Ses couleurs préférées sont le blanc et le lavande, et elle apprécie notamment la glace à la lavande. Ses collants blancs sont d'ailleurs censés symboliser sa pureté de cœur. Komako accorde énormément d'importance aux bonnes manières. Si quelqu'un lui offre une fleur, elle l'accepte gracieusement avant de la mettre dans ses cheveux. Et même face à quelqu'un qui lui manquerait de respect, elle chercherait à rester digne. Si par exemple quelqu'un la giflait, Komako couvrirait immédiatement sa bouche afin de ne pas rester bouche bée, considérant qu'un tel comportement ne serait pas convenable pour une dame. Elle s'excuserait ensuite calmement avant de demander à la personne de lui expliquer ce qu'elle a fait de mal. Son éducation traditionnelle est même à l'origine d'une anecdote assez particulière. Après avoir entendu dire que les prêtresses ne devaient pas porter de sous-vêtements sur leurs vêtements traditionnels, Komako aurait passé plusieurs années à suivre cette croyance. Ryoba décrit elle-même Komako comme une Yamato Nadeshiko, représentant un idéal féminin japonais qui, selon elle, était déjà en voie de disparition dans les années 80. Mais au lieu d'admirer Komako pour cela, Ryoba souhaite ironiquement faire disparaître cette dernière représentante de cet idéal à l'académie. Ryoba peut se lier d'amitié avec Komako en améliorant suffisamment sa propre réputation et en accomplissant certaines actions pour gagner sa confiance. Mais Ryoba souhaite retirer le mythe de pureté autour de Komako en détruisant sa réputation auprès des élèves. Pour une jeune femme dont toute l'identité repose sur son image de fille respectable, vertueuse et irréprochable, les conséquences sont particulièrement violentes. Sa réputation devient tellement mauvaise que Komako finit par quitter l'académie, avant même d'avoir l'occasion d'avouer ses sentiments à Jokichi. Malgré toute cette diffamation et harcèlement, Komako restera en vie. Mais cette expérience semble avoir profondément affecté sa vie sentimentale. Komako aurait notamment rejeté Bunzo après les événements de l'académie. Le traumatisme provoqué par la destruction de sa réputation l'a rendue réticente à commencer une nouvelle relation. Après avoir quitté l'école, Komako décide alors de se concentrer sur sa propre vie. Elle finit par suivre la voie qui semblait lui être destinée depuis longtemps. Elle devient prêtresse dans un sanctuaire. Plus tard dans sa vie, elle parvient finalement à tourner la page. Elle se marie et continue son existence loin de Jokichi, Ryoba et des événements qui ont marqué son passage à l'académie. Si Komako aurait réussi sa déclaration auprès de Jokichi, il se serait probablement marié et aurait eu 2 enfants. Komako reste ainsi l'une des rivales les plus particulières de Ryoba. Une jeune femme représentant l'innocence, la vertu et les traditions japonaises qui a survécu à son passage à l'académie, mais dont la vie a profondément été bouleversée par Ryoba Aishi. Shigusa Buzujima est née le 20 octobre 1972 et intègre l'académie lors de la 9e semaine et devient la première rivale de Ryoba à être plus jeune qu'elle. Plus jeune, Shigusa a été considérée comme peu attirante par ses camarades et a été victime de harcèlement à cause de son apparence. Cette période l'a profondément marquée et l'a poussée à vouloir prouver qu'elle pouvait, elle aussi, devenir belle et admirée. C'est ainsi qu'elle décide de se lancer dans une carrière d'idole. Bien qu'elle ait commencé sa carrière assez récemment, son succès est très rapide. Elle apparaît dans plusieurs magazines et devient particulièrement populaire auprès des jeunes hommes japonais. Lorsqu'elle arrive à l'académie, sa beauté et sa célébrité attirent immédiatement l'attention. Shigusa possède de nombreux admirateurs masculins qui la suivent presque partout dans l'école simplement pour pouvoir rester près d'elle et l'admirer. Elle accorde également beaucoup d'importance à son apparence et suit un régime alimentaire strict. C'est pour cette raison qu'elle refuse toute nourriture que Ryoba pourrait lui proposer. Malgré son image parfaite, sa carrière dans le monde des idoles possède aussi une facette beaucoup plus sombre. Dans son journal, Shigusa révèle qu'un producteur aurait tenté de coucher avec elle en échange d'une progression dans sa carrière. Elle refuse mais choisit malgré tout d'apaiser le producteur en faisant pression sur une autre fille pour qu'elle couche avec lui à sa place. Shigusa reçoit également énormément d'attention de la part des garçons. Si l'un d'eux lui offre une fleur, elle la trouve mignonne et l'accepte devant lui avant de la jeter discrètement à la poubelle quelques minutes plus tard. Ryoba pourrait choisir de se lier d'amitié avec elle. Cependant, cela lui demanderait notamment de poser en maillot de bain aux côtés de Shigusa, ce qui ne correspond absolument pas au genre de choses que Ryoba accepterait normalement de faire. Pour se débarrasser d'elle, elle décide donc plutôt de se tourner vers le matchmaking. Au premier abord, la tâche semble compliquée à cause du nombre impressionnant de garçons qui entourent constamment Shigusa. Pourtant, l'un d'entre eux se démarque rapidement. Etsuji Odaka. Avec un changement physique composé d'une queue de cheval, de piercings, de bijoux, de lunettes de soleil et d'un bronzage, Etsuji possédera le style susceptible de plaire à Shigusa. Le plan de Ryoba consiste alors à les rapprocher suffisamment pour que Shigusa finisse par tomber amoureuse de lui et le choisisse plutôt que Jokichi. Après les événements de 1989, Shigusa finit effectivement par quitter sa carrière d'idole afin d'épouser Etsuji, puisqu'une relation amoureuse aurait été incompatible avec sa carrière d'idole à l'époque. Plus tard, on apprend qu'elle est devenue mère au foyer et qu'elle a eu 5 enfants avec lui.
Sonoko Sakanoe est née le 25 novembre 1971 et apparaît durant la 10e et dernière semaine de 1980, faisant d'elle l'ultime rivale de Ryoba Aishi. Durant sa jeunesse, Sonoko était une délinquante juvénile et possédait même un casier judiciaire. Sa vie change complètement lorsqu'elle découvre qu'elle possède un véritable talent pour résoudre des énigmes et mener des enquêtes. Entre 1985 et 1988, Tokyo est frappée par une série de meurtres. Après chaque crime, le meurtrier envoie une lettre contenant un code dissimulant l'identité de sa prochaine victime. Incapable de le déchiffrer, la police finit par rendre les messages publics. Sonoko décide alors d'étudier les lettres pendant son temps libre et réussit à déchiffrer le code, permettant à la police d'identifier la prochaine victime. Impressionné par ses capacités, les enquêteurs l'autorisent à participer à l'affaire. Sonoko découvre alors plusieurs indices qui leur avaient échappé et contribue finalement à l'identification et à l'arrestation du tueur en série. Cette affaire la rend célèbre. Elle apparaît dans les médias et acquiert une réputation de véritable prodige de l'investigation. Son avenir étant déjà assuré, elle quitte l'académie avant d'obtenir son diplôme et commence directement une carrière de détective junior. C'est durant cette période qu'elle rencontre le mystérieux journaliste qui l'aide à résoudre une affaire. Impressionné, Sonoko lui demande de devenir son apprenti et les deux commencent à travailler ensemble. Un jour, le journaliste lui confie une mission particulièrement importante. Retourner à l'académie. Depuis plusieurs semaines, différentes filles qui se rapprochent du même garçon connaissent successivement des événements tragiques ou disparaissent mystérieusement de sa vie. Ce garçon est Jokichi Udasei. Soupçonnant qu'un tueur en série puisse être actif dans l'école, le journaliste demande à Sonoko d'enquêter de l'intérieur. Elle retourne donc à l'académie durant la 10e semaine de 1989 et commence notamment à surveiller Jokichi, envisageant même pendant un moment qu'il puisse lui-même être responsable de ce qui arrive aux filles qui l'approchent. Sonoko représente ainsi une menace complètement différente pour Ryoba. Elle est directement à la recherche de la personne responsable des événements des 9 semaines précédentes sans savoir que cette personne se trouve juste devant elle. Sonoko est également extrêmement méfiante. Pour obtenir sa confiance, Ryoba doit prouver ses capacités en accomplissant plusieurs missions, notamment récupérer la carte d'identité d'un membre du personnel, puis voler le katana conservé dans le bureau du directeur. Mais l'étape la plus importante consiste à aider Sonoko dans une affaire beaucoup plus personnelle. Ryoba écoute Sonoko lui révéler un sombre secret. Elle a fait la rencontre d'un photographe maléfique qui l'a forcée à prendre des photos d'elle compromettantes. Sonoko lui indique que ce photographe est souvent dans un asile non loin de là et la met en garde sur sa dangerosité. Sans peur ni crainte, Ryoba s'y rend, brûle les sacs contenant les photos, puis s'enfuit. Après cette mission, Sonoko finit par faire confiance à Ryoba et peut devenir son amie. Cette amitié aura une conséquence particulièrement importante à la fin de l'histoire. Lorsque Ryoba est accusée des meurtres commis à l'académie et traduite en justice, Sonoko témoigne en sa faveur. Elle explique qu'elle considère Ryoba comme une bonne personne et qu'elle ne pense pas qu'elle puisse être responsable de ses crimes. La situation est particulièrement ironique. Une jeune détective capable de résoudre une affaire qui dépassait la police finit par être manipulée par la meurtrière de l'académie. Après 1989, Sonoko poursuit sa carrière de détective et devient une enquêtrice reconnue. Son personnage possède également un parallèle intéressant avec Megami Saiko, la 10e et dernière rivale prévue d'Ayano Aishi. Sonoko et Megami occupent toutes les deux la position de dernière rivale et semblent beaucoup plus conscientes du danger que les filles qui les précèdent. Sonoko revient à l'académie pour enquêter sur les événements entourant Jokichi, tandis que Megami sait déjà qu'une menace existe autour de Senpai et se méfie d'Ayano. Ryoba termine donc son histoire face à une fille qui cherche activement à découvrir son secret, et des décennies plus tard, Ayano pourrait terminer la sienne exactement de la même manière. Sonoko était l'ultime enquêtrice sur les traces de Ryoba. Megami pourrait devenir l'ultime obstacle sur les traces d'Ayano. Maintenant que nous savons presque tout sur les rivales de 1989, il est temps de s'attaquer à leur point commun, Eisaku Nonoshita, également connu sous le nom du photographe maléfique, qui est un antagoniste secondaire de Yandere Simulator, principalement lié à l'asile abandonné de Karl Heinz dans les années 80. Avant de devenir un criminel, Eisaku était un photographe professionnel qui connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années. Malgré tous ses efforts et le temps passé à perfectionner son art, sa carrière ne décolla pas. Un jour, l'un de ses amis, pourtant beaucoup moins talentueux que lui en photographie, connut soudainement un immense succès financier après avoir publié un recueil de photographies d'une jeune mannequin en bikini. Eisaku le vécut comme une véritable humiliation. Il avait passé des années à travailler pour maîtriser la photographie, tandis qu'un homme qu'il considérait comme incompétent venait de gagner énormément d'argent grâce à quelques photographies suggestives. Dévoré par l'envie et l'avidité, qui sont d'ailleurs présentées comme ses principales faiblesses, Eisaku abandonna progressivement tous ses principes. Puisque son talent ne lui avait jamais apporté le succès qu'il désirait, il décida simplement de copier la méthode de son ami. Seulement, il n'avait même pas suffisamment d'argent pour engager un mannequin. Il imagina alors un plan beaucoup plus sinistre. Avec ses dernières économies, Eisaku paya plusieurs lycéennes afin qu'elles répandent une rumeur selon laquelle la véritable preuve du courage d'une fille serait de passer une nuit dans l'asile abandonné de Karl Heinz, situé à la périphérie de la ville. L'endroit était parfait pour lui. Abandonné et isolé, il lui permettait d'agir loin des regards et de la police. Eisaku s'installa donc secrètement à l'intérieur de l'asile et attendit que sa rumeur produise l'effet désiré.
Son plan fonctionna rapidement. Peu après minuit, une première jeune fille pénétra dans le bâtiment afin de relever cette fameuse épreuve de courage. Eisaku la laissa s'enfoncer profondément dans l'asile avant de surgir de l'ombre et de lui barrer le passage. Armé d'un couteau, il la menaça et la força à se déshabiller afin de prendre des photos compromettantes d'elle. Une fois terminée, il la laissa partir mais lui expliqua que si elle prévenait la police ou racontait à quelqu'un ce qui venait de se produire, il diffuserait les photographies. Terrifiée à l'idée que les clichés puissent devenir publics, la jeune fille garda le silence. La rumeur continua donc à circuler et d'autres adolescentes commencèrent à se rendre dans l'asile. Plusieurs des futures rivales de Ryoba croisèrent ainsi la route d'Eisaku, chacune dans des circonstances différentes. Kaguya Wakaizumi, particulièrement sociable, joyeuse et naïve, entendit parler de cette fameuse épreuve de courage. Elle considéra l'exploration de l'asile comme un défi amusant et décida de s'y rendre. Sa confiance envers les autres et son insouciance firent malheureusement d'elle une cible idéale pour Eisaku. Mueko Rakuyona se rendit volontairement dans l'asile afin de prouver qu'elle n'avait peur de rien. Garçon manqué et particulièrement téméraire, elle détestait l'idée que certaines choses puissent être considérées comme réservées aux garçons. Explorer seule un bâtiment prétendument hanté représentait donc exactement le genre de défi qu'elle était prête à relever. Onami Odoshida, beaucoup plus timide et réservée, se retrouva elle aussi entraînée dans cette épreuve de courage. Facilement intimidée et ayant beaucoup de mal à s'imposer face aux autres, elle se rendit finalement dans l'asile malgré sa peur. Une fois confrontée à Eisaku, elle devint à son tour l'une de ses victimes. Sumiko Tachibana entendit également parler du défi et décida de tester son courage. Sportive, compétitive et constamment déterminée à repousser ses limites, elle considéra cette exploration comme une nouvelle épreuve à surmonter. Sa rencontre avec Eisaku la marqua profondément et explique la rancune qu'elle éprouve envers le photographe maléfique. Ritsuko Shikanari, issue d'une famille extrêmement riche, refusa de se laisser impressionner par les histoires entourant l'asile et décida alors de relever le défi. Lorsqu'Eisaku parvint à obtenir des photographies compromettantes d'elle, la situation devint particulièrement dangereuse. Leur diffusion aurait provoqué un véritable scandale pour la famille Shikanari. Eisaku possédait donc un moyen de pression extrêmement puissant pour garantir son silence. Ai Doruyashi, qui rêvait déjà de devenir une véritable idole, croisa elle aussi la route du photographe maléfique. Le métier d'Eisaku lui permit de gagner plus facilement sa confiance, puisque Ai était déjà attirée par l'univers artistique et avait besoin de photographies pour construire son image. Elle comprit malheureusement trop tard les véritables intentions du photographe. Teiko Nabatasa, connue pour être une élève brillante presque irréprochable, fut également victime d'Eisaku. Sa réputation était extrêmement importante pour elle. La diffusion de photographies compromettantes aurait suffi à détruire l'image parfaite qu'elle avait construite. Eisaku utilisa donc précisément cette peur du scandale pour s'assurer de son silence. Komako Funakochi fut elle aussi prise pour cible. Admirée pour sa beauté, sa douceur, sa modestie et sa réputation de jeune femme parfaite, elle avait énormément à perdre si de telles photographies devenaient publiques. Eisaku savait parfaitement que la honte et la peur de voir sa réputation détruite empêcheraient Komako de parler. Le cas de Shigusa Buzujima était différent. Shigusa évoluait déjà dans le milieu du mannequinat et des idoles et avait donc l'habitude de travailler avec des photographes. Eisaku profita directement de cette situation pour gagner sa confiance. Son statut de photographe professionnel lui permit de paraître parfaitement légitime à ses yeux, avant que Shigusa ne découvre ses véritables intentions. Enfin, Sonoko Sakanue fut elle aussi victime du photographe maléfique. Des photographies compromettantes d'elle ainsi que de plusieurs autres jeunes filles furent conservées dans l'asile. Cette affaire devint donc extrêmement personnelle pour celle qui allait par la suite devenir une brillante détective. Eisaku continua pendant un certain temps à attirer des adolescentes dans l'asile. Il répétait toujours la même méthode. Attendre qu'une jeune fille vienne révéler les épreuves de courage, la menacer avec son couteau, prendre ses photographies, puis utiliser les clichés pour garantir son silence. Il conservait toutes ces photographies dans plusieurs sacs de sport avec l'intention de les vendre plus tard. Mais ses victimes finirent par se retourner contre lui. Un soir, alors qu'Eisaku attendait sa prochaine victime, une odeur de fumée attira soudainement son attention. Lorsqu'il se retourna, il découvrit avec horreur que l'un de ses sacs de sport était en train de brûler. Ryoba Aishi, en quête de devenir amie avec Sonoko, était venu détruire les photos d'elle. Eisaku entra immédiatement dans une rage folle et parcourut le bâtiment pour retrouver la responsable. Mais celle-ci réussit à s'échapper avant qu'il ne puisse l'attraper. Les photographies contenues dans le sac furent entièrement détruites. Malgré cela, Eisaku refusa de quitter l'asile. Persuadé qu'il pourrait simplement attirer de nouvelles victimes et recommencer, il resta sur place. Cette décision allait finalement provoquer sa mort. Quelques jours plus tard, l'une des jeunes filles qui l'avait agressée revint dans l'asile. Mais cette fois, elle était armée d'un couteau. Eisaku ne la prit d'abord pas au sérieux, persuadé qu'une adolescente ne pourrait jamais le vaincre. Pourtant, dès qu'elle se jeta sur lui, il comprit qu'il avait commis une grave erreur. La jeune fille savait parfaitement se battre et ses mouvements étaient précis et maîtrisés. Une violente lutte éclata entre eux. Eisaku tenta de se défendre, mais un faux pas suffit alors à le faire tomber au sol. La jeune fille prit immédiatement le dessus et le poignarda à plusieurs reprises avant de l'abandonner sur place. Eisaku Nonoshita mourut ainsi dans le même endroit où il avait terrorisé ses victimes. Son corps fut finalement découvert par une autre adolescente venue dans l'asile pour relever la fameuse épreuve de courage. Elle prévint la police qui ouvrit une enquête. Pourtant, l'identité de la jeune fille responsable de sa mort ne fut jamais découverte. Après cet événement,
Les adolescents cessèrent progressivement de considérer l'asile comme un simple endroit où tester leur courage. Mais quelque temps plus tard, une nouvelle rumeur commença à circuler. Selon cette histoire, le fantôme d'un homme assassiné à la fin des années 1980 entrait désormais l'asile de Carlines. Après minuit, son esprit apparaîtrait dans les couloirs, flottant dans les airs et portant encore sur son corps les nombreuses blessures qui avaient provoqué sa mort. Des décennies plus tard, cette histoire finit par attirer l'attention d'une élève bien particulière, Oka Ruto. En 2002X, de nouvelles générations de jeunes continuent ainsi à se rendre à l'asile de Carlines pour tester leur courage et tenter d'apercevoir son esprit, sans forcément savoir que derrière cette légende se cache l'histoire bien réelle et beaucoup plus sombre du photographe maléfique et de ses nombreuses victimes.